Buenos días, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous vous rappelons que l'objectif du séminaire est d'expliquer comment améliorer la déclaration des dépenses des entités partenaires participant au projet POCTEFA. Donc, ce séminaire s'adresse à toutes les entités partenaires participant à des projets transfrontaliers du programme POCTEFA 21-27 ayant déjà effectué une déclaration des dépenses. Et comme tous les séminaires POCTEFA, il sera enregistré et mis en ligne sur le site web dans les prochains jours, où sera également publiée la présentation PowerPoint que nous verrons dans ce webinaire. Le secrétariat conjoint profite de l'occasion pour vous rappeler combien il est important que vous respectiez vos obligations en matière d'avancement des projets selon les termes convenus en termes de calendrier d'exécution des dépenses et des livrables et plus précisément que vous envoyez une déclaration de dépenses annuelle. Le programme comporte également des engagements en matière d'envoi des dépenses annuelles et la collaboration de tous est fondamentale. Et nous vous rappelons qu'une fois les projets terminés et conformément à l'acte de subvention de l'aide FEDER, les entités vous disposez de 90 jours pour présenter leur dernière déclaration de dépenses à compter de la date de fin du projet. Et, après la présentation du contrôleur de premier niveau, vous aurez l'occasion de poser vos questions via la plateforme Slido et nous vous donnerons des instructions plus tard. Et pour finir, je donne la parole à ma collègue Delphine Liégeois, gestionnaire de projet, qui va nous présenter un nouveau guide, et qui est le guide d'enregistrement et de déclaration des dépenses SIGEFA, que vous pouvez déjà consulter en ligne. Et Delphine? Merci Pilar. Bonjour à tous et à toutes. Alors au fil des déclarations de dépenses, nous avons remarqué que ce qui posait parfois problème, difficulté aux porteurs de projets, c'était de savoir comment et où charger sur la plateforme les différents documents justificatifs de leurs dépenses. C'est l'objet de ce guide que je vais vous présenter. Et c'est pour cette raison, nous avons élaboré ce guide depuis le secrétariat conjoint avec les contrôleurs de premier niveau. Pour cette raison. Alors, est-ce que vous voyez ma présentation ? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, dans ce guide, comme vous le voyez sur la première image, vous reconnaîtrez les onglets qui apparaissent sur SIGEFA lorsque vous vous connectez dans votre espace, sur la plateforme, sur votre projet. Ce guide s'attache à vous présenter pas à pas les trois premiers onglets qui sont liés au circuit des dépenses sur SIGEFA. Donc, le premier onglet qui est l'enregistrement des justificatifs, le second qui est la déclaration de dépenses, et le troisième, la demande de remboursement. Dans ce guide, vous trouverez donc notamment où charger les documents justificatifs de vos dépenses sur la plateforme en utilisant de façon adéquate les onglets et les menus déroulants. Vous trouverez comment présenter une déclaration de dépenses, ou télécharger le rapport du contrôleur de premier niveau lorsque votre déclaration a été certifiée, quand vous recevez une notification. Comment répondre à ce rapport du contrôleur, c'est-à-dire quand et comment présenter les corrections. Là, il s'agit de la fameuse déclaration S, la 1S, la 2S, S pour suspendu. Donc, ce guide vous détaille pas à pas et onglet par onglet comment procéder sur SIGEFA pour présenter donc vos dépenses le long de ce circuit. Ah, excusez-moi, mon PowerPoint ne réagit pas. Je vais arrêter de partager une seconde et repartager. Excusez-moi, les problèmes du direct. Ok. Voilà, excusez-moi. Donc, si vous suivez ce guide, cela permettra également que lorsque le contrôleur de premier niveau réalisera le contrôle, par exemple, de votre prochaine déclaration de dépenses, il trouve les documents à la bonne place, ce qui facilitera la validation de vos dépenses.
J'attire votre attention sur le fait que ce guide ne substitue en rien le manuel du programme. Ce n'est pas un manuel, ce n'est pas un manuel de justification. Il ne présente pas de façon exhaustive les pièces à présenter sur SIGEFA. Il s'agit bien d'un guide pour vous accompagner à l'utilisation de la plateforme. Donc vous trouverez quand même beaucoup de détails, type de dépense par type de dépense, onglet par onglet. Vous voyez par exemple ici à l'écran deux exemples de pages du guide. Donc sur le premier à gauche, vous reconnaissez la fiche d'enregistrement de la dépense. À la page suivante, vous avez donc le détail de chaque section, excusez-moi, de la fiche d'enregistrement de la dépense, comment la remplir. Sur la page de droite, vous voyez par exemple qu'on vous explique avec des captures d'écran de SIGEFA comment présenter dans les onglets fournisseurs et contrats fournisseurs les pièces qui sont attendues. Alors, où trouver ce guide? Le guide est publié sur notre site web de Poctefa, poctefa.eu. Lorsque vous entrez sur le site web, vous trouvez toujours dans la partie haute les onglets. En passant votre souris sur documentation, vous avez cette frange jaune qui apparaît, qui vous permet de cliquer sur boîte à outils. Et en entrant dans la boîte à outils, comme toujours, vous verrez le manuel du programme que vous connaissez bien. Et ensuite, il y a d'autres sections, donc la section documentation pour les appels à projets et la section qui nous intéresse qui est outils pour la mise en œuvre des projets. En cliquant sur la petite flèche à droite, vous aurez le déroulé de tous ces outils. Le premier outil, c'est le guide SIGEFA que je suis en train de vous présenter. Et je profite de ce moment pour vous rappeler que, à la suite de ce guide, vous trouvez également des modèles de documents qui vous seront utiles et vous trouverez également un lien vers tous les webinaires qui ont été enregistrés dans cette période de programmation 2021-2027. J'invite les personnes présentes aujourd'hui à informer leurs partenaires de l'existence de ce guide afin qu'ils puissent bénéficier également de cet outil que nous espérons sera très utile pour vous. Je vous remercie de votre attention et je vais passer sans plus attendre la parole à notre contrôleur de premier niveau. Comme vous le savez, le contrôleur de premier niveau français est composé de 3 entreprises. Aujourd'hui sont présents François-Xavier Drapier pour DDC Consultants, Alexis Vial pour Europe Aim et pour Deloitte, Wild Petron et Selim Gazmi qui va vous présenter aujourd'hui le webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup, Delphine. Donc, comme l'a dit Delphine, le but de ce webinaire et de ma présentation portera principalement sur les problématiques récurrentes que nous avons vues sur les premières déclarations de dépenses, afin de vous donner un retour du coup sur ces déclarations de manière générale et de pouvoir adresser des problématiques qui sont apparues. Donc, je vais vous présenter mon écran par rapport au support qui sera utilisé et qui vous sera transmis par la suite. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui, c'est bon. Ok. Oui. C'est bon. Donc, comme l'a dit Delphine, vous aurez aussi accès aux informations de vos contrôleurs de premier niveau sur vos déclarations de dépenses POCTEFA. Et sans plus tarder, on va passer directement au cœur du sujet. Donc, vous voyez à votre écran actuellement la liste des points sur lesquels nous allons faire un focus. Donc, une première partie portera sur la documentation qui est liée à vos déclarations de dépenses, que ce soit en documentation générale ou spécifique, ce qui est attendu sur les lignes de dépenses et avec un détail du coup sur les dépenses de personnel, de prestations externes et d'équipement, qui sont la majorité des dépenses qui ont été déclarées actuellement, étant donné que sur la première année, il y a eu très peu d'infrastructures. Donc il n'y avait pas matière ni nécessité à faire un focus spécifique là-dessus. Pour ensuite passer à un focus sur les marchés, qu'ils soient passés par les entités publiques ou privées. Ça sera une slide du coup générale sur la documentation à prévoir et un petit point final sur la phase contradictoire pour vous rappeler les modalités de validation des dépenses, de modification, d'ajout plutôt de documentation pendant la phase contradictoire, ainsi que les délais et ce qui est attendu de vous. Pour ce qui est de la documentation, on vous rappelle que deux types
de documentation générale sont attendues de vous. Donc, on a les documentations spécifiques aux dépenses et aux remontées dépenses qui sont à déposer dans chaque ligne de dépenses déclarée. Donc, il s'agit là des factures, des livrables des prestataires, par exemple, les justificatifs de paiement fléchés, de préférence, les comptes rendus d'action, les justificatifs de lien avec le projet. Euh, Tous ces documents-là sont à mettre vraiment dans chaque ligne de dépense. Il y a eu beaucoup de déclarations dans lesquelles il manquait des informations nécessaires à la validation, où il n'y avait pas de facture ou alors il n'y avait pas de justificatif de paiement, qui sont vraiment le nerf de la guerre dans la validation des dépenses. Donc, nous vous rappelons que ces documents sont vraiment à mettre dans chaque ligne de dépense. D'un autre côté, on a la documentation dite générale, qui est à mettre du coup dans l'onglet Doc général et qui sert du coup à la documentation globale liée au projet et non pas aux remontées de dépenses spécifiques. Donc, il s'agira là de documents qui ont vocation à couvrir l'entièreté du projet, typiquement la convention collective où on retrouvera les éléments salariaux qui reviendront et qui seront récurrents, les guides internes et procédures d'achat, par exemple, pour ce qui est de la mise en concurrence, les statuts et les éléments de publicité et de communication, qui sont donc généraux et qui devront être mis dans l'onglet Doc général. L'onglet contrat fournisseur, lui, est à remplir obligatoirement dans trois cas, dont deux qui se recoupent un peu. Si le montant du marché passé est supérieur ou égal à 15 000 euros hors taxe, il faut obligatoirement créer un contrat fournisseur. Si le montant des dépenses liées à un marché ou à un contrat sur la durée du projet va potentiellement dépasser 15 000 euros, pareil. Il s'agira de le prévoir en amont et de créer un contrat fournisseur dans l'onglet dédié. Il s'agit là de fournisseurs qui ont vocation à revenir ou peut-être que le contrat risque d'être amendé ou plusieurs contrats avec un même fournisseur devront être mis. À ce moment-là, il faudra vraiment créer un contrat fournisseur pour centraliser les informations. Et enfin, dernier cas, c'est si le contrat il y a de multiples factures, que ce soit sur la même déclaration ou sur plusieurs déclarations consécutives. Pareillement, ici, il s'agira de transmettre la documentation et de centraliser les documents en un point, plutôt que de devoir refaire à chaque fois, de retransmettre à chaque fois les documentations de mise en concurrence. Voici pour la documentation spécifique. Pour ce qui est de la complétude du dossier et la vérification de votre contrôleur de premier niveau. Lors de la première remontée des dépenses, le contrôleur de premier niveau vérifiera du coup les éléments généraux liés à la structure et au fonctionnement de la structure, principalement les signatures du représentant légal et du tiers qualifié s'il existe et il a vocation à apparaître dans les remontées de dépenses. L'existence de la comptabilité séparée et ou de la comptabilité analytique pour les structures qui ont mis en place une comptabilité analytique qui est fortement recommandée par le programme. L'accord de partenariat signé, tout ce qui est régime de récupération de la TVA avec les attestations liées à ce régime sur les projets qui sont supérieurs à 5 millions d'euros. Les coordonnées bancaires, la publicité, l'existence de frais de déplacement. Donc dans l'onglet voyage, qui est un onglet dédié aux frais de déplacement. Vous avez ici la liste du coup des documents qui sont admis par notre autorité sur ces frais de déplacement. Donc un ordre d'émission, un rapport descriptif du ou des voyages réalisés ou un enregistrement de réunions. À cela, on peut aussi ajouter du coup les feuilles d'émargement, notamment des réunions lors des déplacements. Sachant que cette demande est vraiment liée à la première remontée de dépenses. Une fois que c'est validé lors de la première remontée de dépenses, on n'a plus vocation à vous redemander d'autres justificatifs de voyage. Pour ce qui est de la suite et de chaque remontée de dépenses subséquente, on revérifiera et on vous redemandera de mettre à jour systématiquement un certain nombre de documents. Il s'agira donc de la comptabilité analytique avec une extraction du code comptable associé au projet qu'il faudra retransmettre à chaque déclaration. Les nouveaux outils de communication qui auront été développés durant la période, si existant. Les délégations de signature qui seront du coup à revérifier à chaque fois qu'il y a un changement de signataire. Tout ce qui est attestation de régularité fiscale et de vigilance qu'il faudra mettre à jour annuellement du coup à chaque déclaration. L'attestation de récupération des taux de récupération de la TVA si le taux a changé sur la période
Et s'il y a des livrables développés sur la période, pareillement, ce sont des points qui sont à vérifier par votre contrôleur de premier niveau. Pour passer aux dépenses, aux typologies de dépenses, aux problématiques rencontrées pour chaque typologie de dépenses. D'abord, les dépenses de personnel. Un petit rappel des éléments qui sont éligibles au remboursement pour votre méthode de calcul des dépenses de personnel éligibles. Euh, Ce calcul se fait sur la base du salaire brut chargé, donc le salaire brut des employés, et les charges patronales, donc cotisations patronales et taxes sur salaire, qui sont liées. C'est vraiment la base du calcul des dépenses de personnel éligibles dans le cadre du programme Interact POCTEFA. Peuvent être inclus les accessoires à la rémunération des employés, donc les tickets restaurants, les remboursements d'abonnements de transport et les avantages en nature. Pareil, les primes conventionnelles et ou contractuelles, donc qui sont ou bien indiquées dans la convention collective ou bien qui sont indiquées dans les contrats, sont aussi éligibles à un remboursement du coup et à déclaration sur le programme POCTEFA. Un certain nombre d'éléments, par contre, ne sont pas éligibles à remboursement, et c'est les rémunérations qui sont hors projet, ou alors qui ne sont pas conventionnées ou contractualisées. Donc, on part donc sur les heures supplémentaires, les astreintes, les primes et frais de mission, qui ont vocation à être couverts par notamment les forfaits, la plupart du temps. Les primes exceptionnelles, qui sont données de manière variable et qui ne sont pas spécialement fixées dans la réglementation de vos entreprises, et tout autre élément en fait, qui est hors période du projet. En termes de pièces justificatives à prévoir dans chaque ligne de dépense, on vous demandera d'abord et avant tout les bulletins de salaire, car c'est sur ces bulletins que votre contrôleur de premier niveau se base pour procéder au calcul des éléments éligibles. Des tableaux récapitulatifs, si vous avez des tableaux spécifiques de calcul en interne qui reprennent votre méthodologie, afin qu'on puisse avoir une idée de ce que vous avez inclus, ce que vous n'avez pas inclus, et de pouvoir éviter des allers-retours par mail qui pourraient prendre du temps. Les bordereaux de paiement de la taxe sur salaire, ainsi que le calcul du montant imputable à chaque salarié déclaré, afin de refaciliter pareillement le retracement des dépenses qui sont éligibles ou non et que vous avez déclarées ou non. Voici donc pour les dépenses de personnel. Et je passe donc aux dépenses de prestations externes. Pour chaque ligne de dépense, le minimum syndical, entre guillemets, à prévoir pour chaque ligne de dépense serait la facture détaillée reprenant de manière claire les prestations effectuées avec la quotité et le prix unitaire, et la preuve de paiement complète. On insiste sur la facture détaillée afin qu'on puisse vérifier déjà la typologie de prestations qui a été faite dans le cadre des projets et de pouvoir déjà attester du lien ou non potentiel avec le projet. La documentation supplémentaire qui est aussi à prévoir, il s'agit là de la preuve du lien avec le projet. Si celui-ci n'est pas assez clair, on aura vocation à vous demander de nous prouver le lien avec le projet et les livrables des prestataires, s'il s'agit de prestations intellectuelles principalement, qui sont par exemple typiquement la création de kakémono ou de publicité ou la création de rapports ou autres. À ce moment-là, on vous demandera quand même de nous transmettre des livrables des prestataires. Deux points spéciaux qui sont apparus du coup sur cette première année de remontée de dépenses. Pour ce qui est de la facturation intragroupe pour les structures privées qui font partie d'un groupe, il faudra bien penser à transmettre la méthodologie de calcul des prix avec la mise en concurrence et une preuve de mise en concurrence et la vérification de conformité avec les prix du marché. On a décidé d'inclure cette problématique car, étant donné qu'a priori, en intragroupe, il y a des méthodologies qui sont assez floues et qui ne sont pas bien, qui n'ont pas été en tout cas bien expliquées. À ce moment-là, on vous demande un certain nombre de documents pour pouvoir assurer qu'il n'y a pas d'augmentation des prix ou d'inflation des prix de manière artificielle. Pour les dépenses communes, toujours transmettre l'accord de partage des coûts. Celui-ci nous permet de vérifier déjà que les coûts ont bien été vérifiés et validés dans votre consortium et qu'ils sont prévus et que la quotité qui est affectée à chaque partenaire est bien calculée de la bonne manière par rapport à cet accord de partage des coûts. Pour ce qui est des dépenses d'équipement,
Par ici, on reprend la documentation qui est à prévoir dans chaque ligne de dépense, donc les factures détaillées et les preuves de paiement complètes. Pour tout ce qui est équipement qui est amorti et pour lesquels vous ne déclarez que l'amortissement sur la période, il faudra bien prévoir les fiches d'immobilisation et les tableaux d'amortissement. Ceux-ci nous permettront de vérifier du coup que votre calcul d'amortissement et que l'amortissement déclaré est bien calculé de la bonne manière, conformément à votre fonctionnement interne et à vos procédures internes d'immobilisation et d'amortissement. En termes de documentation supplémentaire, euh, toujours la preuve du lien au projet, si ce lien n'est pas assez évident de prime abord, et une attestation du taux d'utilisation sur le projet si l'équipement qui est déclaré n'est pas utilisé à 100% dans le cadre du projet. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, il faudra faire du coup un prorata au pourcentage d'utilisation sur le projet, en plus du prorata de l'amortissement. Pour ce qui est des marchés, comme on vous l'avait dit en début de présentation, il faudra prévoir pour les marchés un contrat fournisseur dans l'onglet dédié dans lequel vous transmettrez toute la documentation liée à la mise en concurrence. À ce moment-là, on vous demande aussi de nous transmettre nécessairement tous les documents qui sont liés à la passation du marché et à la contractualisation. Donc, l'analyse préalable qui a été faite par l'entité du besoin et ou le cahier des charges, si cahier des charges il y a. Les offres qui vous ont été présentées par tous les soumissionnaires, ainsi que le tableau du coup d'analyse de ces offres qui aura été, ou le rapport d'analyse de ces offres qui aura été édité, afin qu'on puisse bien vérifier que les critères qui ont été mises en place dès le début ont été respectées, que la pondération a été faite de la bonne manière, que le choix du prestataire se fonde bien sur les critères de manière transparente. Et bien entendu, du coup, les courriers ou courriels d'acceptation et de rejet des offres. Un certain nombre de ces documents n'ont pas été transmis sur la première remontée de dépenses et c'est pour cela qu'on souhaitait faire un focus là-dessus. Dernier point d'organisation, plus qu'autre chose, il s'agit du coup de la phase contradictoire. Comme l'a dit Delphine au début, du coup, et comme vous le savez, il y a une déclaration 1 ou 2 et une déclaration 1S ou 2S, ou 3S pour ceux qui viendront, qui reprendra les déclarations qui n'ont pas été validées au premier rapport. Donc, la déclaration 1, qui n'est pas certifiée à 100%, ouvrira automatiquement une période contradictoire de 20 jours calendaires, durant laquelle vous aurez l'opportunité de transmettre un certain nombre de documentations euh, supplémentaires pour pouvoir assurer la certification et la validation de vos dépenses en rapport 1S ou 2S. Cette phase contradictoire peut être abrégée par par une soumission anticipée des rapports par le partenaire. Si vous avez toute la documentation nécessaire et que vous arrivez à transmettre les documents à moins de 20 jours, c'est très bien. Du coup, on gagnera du temps sur la certification. On vous rappelle que la soumission de la déclaration AS ne nécessite pas de re-signer une nouvelle déclaration. Il s'agit juste d'une manipulation à faire sur la plateforme SIGEFA et qui renverra directement les dépenses suspendues avec la documentation complémentaire qui aura été transmise. Euh, on vous rappelle aussi que dans le cadre de la période contradictoire, vous ne pouvez pas modifier les dépenses en tant que telles. Tout ce qui est montant, date, rattachement au contrat, retrait de pièces, enfin, les pièces qui ont déjà été transmises ou la modification de rubrique et de typologie de dépenses n'est pas possible. Cette période ne sert qu'à la transmission de compléments, que ce soit de compléments informationnels ou de compléments documentaires. Et il vous est aussi recommandé et demandé surtout d'utiliser la rubrique réponse au contrôleur afin de transmettre les commentaires. Donc toute information qui n'est pas de nature documentaire ou commentaire que vous aurez sur les dépenses suspendues à votre contrôleur de premier niveau. À partir de là, une fois que toute la documentation aura été transmise, vous pourrez les transmettre via la déclaration S pour qu'on puisse traiter cela et sous 30 jours, a priori, vous
certifier le reste des dépenses qui sont éligibles. J'arrive à la fin du coup de la présentation des problématiques qui ont été vues sur cette première année de déclaration de dépenses. Et comme indiqué précédemment, vous avez ici le Slido sur lequel vous pourrez nous transmettre vos questions et réponses avec le code et le QR code associés pour qu'on puisse du coup prendre vos questions et passer à la suite. Merci. Donc, je vais partager l'écran avec les questions. Alors, peut-être concernant les premières questions, je peux déjà peut-être anticiper quelques réponses. Ce diaporama sera mis en ligne à la fin du webinaire avec la vidéo, donc les questions et réponses. Donc, ça met dessus. Et je vais répondre à la question, si c'est possible, quand faire la déclaration. Nous rappelons que dans le manuel du porteur de projet, il est indiqué que normalement, c'est en fait une déclaration par année, année comptable, c'est-à-dire on est en 2026, il faut faire la déclaration de 2026. On vous recommande de faire en général des déclarations sur l'année comptable échue, une fois que vos exercices comptables sont terminés, parce que c'est plus facile, notamment sur les dépenses de personnel, quand il y a des 13e mois, 14e mois, des primes, des réajustements à la fin. Parce que c'est beaucoup plus compliqué quand on le fait en milieu d'année. Donc là, on attend toutes vos dépenses de 2025 qui doivent être déclarées. Et si parmi vous, il y en a qui n'ont pas fait leurs dépenses de 2024, ben on vous invite à faire 2024 et 2025 dès cette année en 2026. Le plus tôt vous faites vos déclarations, le plus tôt vous êtes remboursé et vous reconstituez vos trésoreries pour avancer vos projets. Donc c'est dans votre intérêt. J'insiste aussi peut-être, et je fais un petit aparté, sur quelque chose qu'on appelle peut-être que vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle le N+3. Le programme POCTEFA dispose d'objectifs financiers. Et parmi ces objectifs financiers, il faut qu'on arrive, on envoie à la fin d'année 50 millions d'euros. Normalement, on a le comité de programmation du programme a programmé suffisamment de projets et on a regardé vos calendriers. On doit arriver à ce point-là. Néanmoins, c'est sous réserve que vos projets ne prennent pas de retard. Donc, on vous invite réellement à déclarer vos dépenses au plus vite et au mieux en respectant ces thématiques d'archivage. Je laisse la suite sur d'autres questions. Je veux bien répondre, étant donné que Célim a déjà fait la présentation à certaines des questions. Donc la première qui a été sélectionnée sur les livrables et les rapports d'exécution. Vous ne déposez les livrables que s'ils sont explicitement liés à la réalisation d'une dépense. Donc pour tous les projets où il y avait par exemple un rapport d'étude pour lequel vous avez pris une prestation externe, en effet, il faudra déposer le rapport d'étude dans les lignes de dépenses qui sont liées sur CIGFA. Si ce sont des livrables extra dépenses, on va dire non, vous les laissez dans les rapports d'exécution qui sont directement contrôlés par la CTP. Il y avait une question sur les dépenses refusées. Oui, vous pouvez les représenter si vous avez les bons justificatifs. Dans tous les cas, lorsque vous créez la ligne de dépenses, vous aurez toujours une question qui est « cette dépense est-elle issue d'une dépense refusée précédemment ?» Donc, il vous faudra cocher « oui » et expliquer, vous avez un encart commentaire lorsque vous créez la ligne de dépenses, pourquoi vous la représentez et fournir les nouveaux documents. Dans tous les cas, le contrôleur de premier niveau a dû vous indiquer que telle et telle dépense pourrait être représentée la fois d'après si vous fournissiez les justificatifs, donc ça ne pose pas problème. Pour les dépenses partagées, est-ce qu'il faut fournir l'accord dans chaque déclaration? Non, vous le fournissez une seule fois. Nous, on vous demandera toujours si cet accord a fait l'objet d'un changement ou pas par principe, mais vous n'avez besoin de le fournir qu'une seule fois. La première fois que vous présentez les dépenses qui sont liées.
Qu'est-ce qui constitue pour vous la preuve du lien avec le projet? Une note explicative. Alors, si en effet, ça n'est pas flagrant sur la dépense que vous présentez, le lien avec le projet, alors oui, on vous demandera une note explicative, oui. Mais un lien avec le projet, ça dépend de la dépense. Si c'est une dépense, par exemple, de prestation de rapport d'études, comme je disais avant, généralement, le nom du projet est mentionné dans le rapport. La note explicative est vraiment la dernière étape justificative. C'est si avant, on n'arrive pas à établir le lien avec le projet. Est-ce qu'on a un modèle de tableau d'amortissement? Non, aucun programme européen ne prévoit de modèle de tableau d'amortissement. Ceci dit, n'importe quel logiciel comptable vous permet d'extraire, lorsque vous allez dans vos immobilisations et que vous éditez une fiche IMO, vous avez là l'équivalent d'un tableau d'amortissement. L'important sur le tableau d'amortissement, c'est qu'on ait la valeur du bien amorti, la période d'amortissement, la date d'achat, la date de mise en service, bref, tout ce qui sert de toute manière à votre comptabilité dite générale. Vous n'avez pas mentionné de déclaration d'absence de conflit d'intérêt. Alors, elles vous seront demandées, donc ça, c'est quelque chose qui va plus toucher les collectivités territoriales. Lorsque mon collègue vous a cité les documents, c'était en effet les documents généraux pour les marchés. Maintenant, il est évident que pour toutes les structures qui réunissent des personnes pour attribuer une offre et qui leur font signer des déclarations d'absence de conflit d'intérêt, vous devez les fournir. Par principe, on vous demandera, il y a certains d'entre vous qui n'en ont pas parce que ça n'est pas pour vous une obligation légale, on vous demandera alors comment est-ce que vous êtes assuré que les personnes qui ont sélectionné l'offre retenue n'étaient pas en conflit d'intérêt avec la dite offre retenue. Est-ce qu'il y a un modèle de tableau du récapitulatif des dépenses de personnel? Oui, qui vous a été déjà communiqué normalement l'année dernière pour les premières remontées de dépenses, mais qui normalement vous est de toute manière recommuniqué par votre contrôleur de premier niveau à la fin du premier contrôle. Donc si vous n'avez pas le modèle en question, je vous invite à vous rapprocher de votre contrôleur premier niveau qui vous transmettra le tableau en question. Qu'est-ce qu'on appelle un contrat fournisseur? Alors, donc ça, c'est ce qu'a dit Célim avant. Le POCTEFA, au-dessus de 15 000 euros hors taxe de prestations avec un même prestataire et de prestations similaires, j'entends, il vous faut créer un contrat fournisseur. Donc le contrat fournisseur a un sens purement POCTEFA. Ça n'est pas une notion, on va dire, légale. C'est au-dessus de 15 000 euros de dépenses, vous considérez qu'il faut créer un contrat fournisseur. Après, si vous avez des cas spécifiques, comme je suis sûr que vous en aurez, je vous invite à vous rapprocher de votre CPN, donc votre contrôleur premier niveau, avant de faire votre deuxième remontée, qui vous dira cas par cas si oui ou non il vous faut créer un contrat fournisseur. Peut-être rajouter sur ce point-là que ça peut être une bonne pratique dans un certain nombre de cas de créer un contrat, même s'il est en dessous de 15 000 euros, pour vous permettre de laisser des pièces justifiant que justement ce n'est pas un contrat pour lequel vous avez fait une concurrence. Par exemple, c'est une pratique qui est possible pour pouvoir pour de la justification, mais que c'est pas, on est en dehors justement de ce point-là. Je vous laisse continuer, Alexis. Bonjour, il est indiqué que les heures supplémentaires étaient inéligibles. Or, le manuel du programme indique l'inverse. Intéressant. Non, les heures supplémentaires, alors il faudrait que je reprenne le manuel du programme pour voir exactement quel est le phrasé, mais je vous confirme que les heures supplémentaires ne sont éligibles que pour les personnes affectées à 100% de leur temps de travail sur le projet. Je précise que ce sont bien les heures supplémentaires. S'il s'agit, qui sont donc payées à un taux supplémentaire. S'il s'agit pour des agents de 39 heures, alors ça, même si c'est indiqué comme des heures supplémentaires, non, ce ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires. Mais si vous êtes une structure classique et vous venez rémunérer les quelques heures par-ci, par-là, variables effectuées mois par certains agents, alors ces heures-là ne sont pas éligibles au fonds européen de manière générale, pour la simple et bonne raison que ces heures-là sont rémunérées à un coût supérieur, et que les fonds européens considèrent qu'il n'y a pas de raison qu'ils prennent en charge le coût supplémentaire d'heures supplémentaires si déjà la personne avait pu travailler sur le projet sur ses heures normales. Donc, à 95%, dans 95% des cas, les heures supplémentaires sont inéligibles. Après, encore une fois, et ce sera ma réponse finale pour beaucoup de ces questions, si vous avez des cas spécifiques et concrets, je vous invite réellement à vous rapprocher de votre contrôleur de premier niveau, avant de faire la remontée de dépenses, qui lui vous dira, qui peut vous dire en amont si oui ou non c'est éligible ou pas. Pour la preuve de paiement, la signature de l'agent comptable public sur la déclaration de dépenses vaut comme preuve de... Oui,
la certification par un tiers qualifié, donc l'agent comptable, l'inspecteur divisionnaire des finances publiques, c'est éligible. La seule chose qui vous sera demandée, c'est le décret qui met cette personne en place ou la délégation de signature si c'est par pouvoir opérationnel. Mais en effet, la signature de l'agent comptable public vaut preuve de paiement sur la déclaration de dépenses. Est-il possible de partager les coûts pour le développement d'une prestation avec les autres partenaires du projet? Que faut-il prévoir pour certifier? Alors, c'est tout à fait possible. C'est le principe des dépenses dites communes. C'est prévu normalement dans vos plans de financement initiaux. Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Simplement l'accord de partage des coûts pour voir qui choisit le prestataire, qui le rémunère, mais c'est tout à fait éligible et c'est couvert par le manuel du programme. Bonjour, les 20 jours, c'est bien à partir du moment où on a un retour du CPN sur la plateforme. Oui, vous avez un délai, donc vous recevez une notification électronique. Donc l'adresse contact que vous avez renseignée, vous recevrez un email automatique qui vous indiquera que vous avez le rapport 1S à disposition. Et donc vous avez 20 jours calendaires à partir de là. 20 jours qui peuvent être rallongés sur validation de la CTP ou qui peuvent être abrégés, comme vous l'a dit Célim, si vous n'avez pas besoin des 20 jours et que vous voulez aller plus vite. Pour prestations externes, dans quel cas fournit-on les preuves de non-division de facture et mémo achat? Alors, je vous avoue, je ne comprends pas la fin de la question. Les preuves, mais... Alors, si la personne, enfin, si la structure qui avait rédigé la question pouvait préciser sa pensée, parce que là, je vous avoue que je ne la comprends pas bien. Les preuves de... Je ne sais pas si mes collègues... Alors, moi, je la comprends dans le sens où certainement, devait y avoir, au moment où le contrôleur a étudié peut-être un risque de, peut-être un prestataire qui devait être récurrent. Et donc, du coup, sans doute, le contrôleur a demandé, ben, expliquez-nous en quoi elles ne sont pas divisées, ces factures, en fractionnées pour repasser sous les seuils. Et du coup, c'est pas dans quel cas, c'est en fait dès que en additionnant un même prestataire, et si la nature de la prestation est du même cas, le contrôleur, il est légitime à se demander si vous n'avez pas fait des petits bouts de marché pour passer sous les seuils. C'est dans ce cas-là que le contrôleur, il vous demande, ben, prouvez-moi que c'est bien des contrats de nature différente et séparés et que vous n'avez pas fractionné artificiellement le marché pour passer sous les seuils de mise en concurrence et de la législation. Donc, c'est en ce sens-là. C'est possible de le faire quand on explique que la nature est distincte, mais vous êtes supposé, quand vous créez un marché, de définir le besoin dès le départ pour voir si c'est pour 1 an, si c'est pour 4 ans, si c'est quelque chose qui va se répéter. Dès que vous arrivez à un seuil, il faut lancer un marché et mettre en concurrence selon les règles nationales. Je pense que ça se rapporte à ça, mais peut-être qu'on peut demander peut-être plus précisément. D'accord, merci. Le montant payé ne correspond pas au montant validé par le CPN. Avez-vous une explication? Oui, le CPN valide des dépenses sur lesquelles ensuite sont appliqués un taux de cofinancement. Bon, il est donc normal que le montant de subvention qui vous soit versé n'est pas le même. Sachant qu'il y a aussi une autre possibilité, c'est que lorsque nous avons fini notre contrôle de premier niveau, la CTP retienne un montant différent de dépenses parce qu'elle considère qu'on s'est trompé ou que nous n'avions pas raison. Mais dans tous les cas, vous êtes informés. Mais gardez bien à l'esprit que les montants que nous vous indiquons comme validés correspondent à des dépenses sur lesquelles ensuite vous appliquez un taux de cofinancement pour estimer le montant de cofinancement au POCTEFA que vous allez recevoir. Si les pièces justificatives ont déjà été insérées dans SIGEFA dans l'onglet Doc Général, peut-on les supprimer? Vous ne pouvez pas les supprimer pour l'instant et peut-être que ça ne sera pas le cas aussi pour des raisons de traçabilité de l'audit. Dans tous les cas, ça n'est pas parce qu'une pièce est mal placée qu'on ne la prendra pas en compte. On vous enjoint fortement, même très fortement, à les déposer correctement là où c'est indiqué. Vous avez maintenant un guide de déclaration des dépenses qui vous l'explique très bien. Cela étant, si jamais il y a une erreur sur une ou deux pièces, ce n'est pas un problème, on la prendra quand même en compte. Peut-on modifier les pourcentages dans les dépenses de personnel en cours de projet? Oui, vous refaites une attestation d'affectation. Vous justifiez de ce changement, qui doit donc je vous rappelle que nous, on intervient au titre des dépenses, mais qu'à côté de ça, vous avez donc les rapports d'avancement des projets. Il faut que l'affectation des personnes corresponde aussi à l'avancement du projet et des tâches qui sont prévues. Mais en effet, au titre des dépenses, vous pouvez tout à fait modifier les pourcentages tant que vous l'expliquez et que vous refaites une attestation d'affectation. Ce point-là aussi est couvert dans le manuel du programme que vous avez depuis l'année dernière. Puis-je déclarer le salaire d'une personne qui travaille sur le projet qui est en congé maternité? Alors, je vais reformuler. Vous pouvez déclarer le salaire d'une personne qui a travaillé sur le projet qui maintenant est en congé maternité. On va partir du principe qu'elle ne travaille pas pendant son congé maternité.
Vous pouvez tout à fait déclarer son salaire. De toute manière, le contrôleur retraitera les montants éligibles. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas prendre en charge la partie qui sera couverte, par exemple, par les indemnités de la CPAM. Donc oui, si la personne a travaillé 3 mois sur, on va dire, de janvier à mars, et qu'ensuite elle était en congé maternité, vous pouvez tout à fait déclarer son salaire, et le contrôleur procédera au retraitement nécessaire et vous demandera, du coup, probablement les indemnités CPAM et ce genre de choses. Mais sur le principe, dès qu'une personne a travaillé sur le projet et qu'elle est employée par votre structure, déclarez-la. Sur les dépenses de personnel, est-ce que les primes de partage de valeur et les primes sur objectif sont prises en compte par POCTEFA? Oui et non. Comme l'a dit Céline, toute prime qui est contractuelle ou récurrente et préexistante au projet peut être prise en compte. Donc là, encore une fois, ça va être du cas par cas. Il va falloir qu'on voit structure par structure ce qui est pris en compte dans vos contrats de travail, vos avenants, si c'est un usage, si c'était là bien avant le conventionnement POCTEFA ou pas. Donc encore une fois, là, prenez contact avec votre CPN pour voir si ce sera définitivement éligible pour vous ou pas. Dans quel onglet doit-on mettre l'analytique et sous quelle forme? Dans l'onglet documentation générale, vous mettez une extraction donc, du code spécifique au projet. Si possible en format PDF, sinon en format Excel. L'important est qu'on voit, un, le code spécifique au projet, et deux, l'ensemble des dépenses dites réelles, présentées comme éligibles, enregistrées via ce code. Mais donc vous mettez ça dans documentation générale à chaque remontée de dépenses. Le fichier de calcul pour frais de personnel reprend l'ensemble des agents. On peut le mettre en document général pour la déclaration, de même pour la TS. Oui, alors, oui, si en effet vous ne faites qu'un seul tableur Excel dans lequel vous mettez tous vos agents et tout l'ensemble des calculs, alors oui, déposez-le dans documentation générale, appelez-le remontée numéro X, détail des salaires, et ce sera bon. Le montant versé par l'AG ne... Oui, non, ça on l'avait déjà vu. Ah, il y a une question au-dessus, d'accord. Depuis 2020, le seuil de mise en concurrence en France est de 40 000. Pourquoi ce montant de 15 000 pour déclarer les fournisseurs? Parce que les autorités de gestion ont l'autorité, comme le nom l'indique, nécessaire pour prévoir comment vérifier la bonne utilisation des données publiques. Je rappelle à tout le monde qu'en dessous du seuil MAPA, donc pour les structures qui ne sont pas au courant en France, au-dessus de 40 000 euros et 60 000 bientôt, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle un marché à procédure adaptée. En dessous de ce seuil, vous êtes obligé de prouver la bonne utilisation des données publiques. Cette appellation-là est floue pour laisser de la marge à tout le monde. La CTP et le POCTEFA ont décidé d'interpréter la marge comme au-dessus de 15 000 euros, vous devez justifier une demande de 3 devis auprès de 3 prestataires différents. Je précise que beaucoup d'entre vous sont sur pas mal d'interreg. Chaque interreg a, on va dire, ses petites règles sur la mise en concurrence en dessous du seuil de 40 000 euros. Mais dans tous les cas, en dessous de 40 000 euros, c'est à vous de prouver la bonne utilisation des données publiques. Donc, en effet, pourquoi ce montant de 15 000 euros? Parce que le POCTEFA a estimé, après une analyse des risques, que en dessous de 15 000 euros, c'était bon, et au-dessus de 15 000 euros, il fallait s'assurer qu'on était assez loin des seuils. Le montant versé par l'AG, encore une fois, nous, les CPN validons des dépenses et la CTP vous verse une subvention, tout Du coup, simplement. on va vous répondre, nous du coup, chez Cotesla, nous, en fait, on transmet les dépenses validées par le contrôleur à l'autorité comptable. Et l'autorité comptable vous paye au taux. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est le montant qui a été validé dans le contrôle, il y a un montant à 100%, donc en principe, on vous finance à 65%. Deux, trois cas particuliers, mais vous êtes tous à 65% de financement. Donc, effectivement, vous ne recevrez jamais 100% puisque vous avez été validé sur une base de 65% de cofinancement FEDER. Le document officiel s'appelle l'acte de concession FEDER. Il est signé entre le chef de file et le bénéficiaire. Vous avez signé par contre, chaque partenaire, un accord de répartition des dépenses, un accord transfrontalier entre vous. Donc vous avez ces deux, et ça, ce sont les deux documents juridiques qui vous couvrent. Premièrement, le document, tout est en ligne, hein. Demandez à votre chef de file le contrat qu'il a signé avec nous, où sont indiqués les taux auxquels on vous rembourse. Et c'est également dans le contrat que vous avez signé vous-même avec le chef de file si vous êtes partenaire. Ce sont les documents. Et par ailleurs, vous avez tout dans le formulaire de dépense puisque vous avez fait la demande de votre subvention à 65%. Et je vous rends la parole, Alexis. Merci. Excusez-moi, je me permets d'intervenir. Émilie, je pense que cette question est liée au fait qu'il puisse avoir
rarement, mais ça peut arriver, une intervention lors du contrôle AG, du contrôle de la demande de remboursement. Et dans ce cas-là, il est possible que le montant remboursé soit différent du montant validé par le CPN. Et je ne sais pas si tu veux l'expliquer, si tu veux que je Oui, l'explique. enfin, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Alexis. Dans certains cas, Exactement. le contrôleur valide une dépense. Le contrôleur n'est pas une machine, il peut se tromper ou on peut ne pas être d'accord avec lui. Il arrive qu'on réintègre ou qu'on retire de la dépense ou qu'il y a eu un malentendu. Donc, il peut y avoir une intervention. En général, c'est très peu courant, qui fait qu'en fait, vous n'avez pas exactement les mêmes montants, mais vous recevez un mail automatique dans ces cas-là pour vous informer de qu'est-ce qui a provoqué le retrait. Ça arrive également, et je le dis aussi pour les projets qui vont déjà commencer à se terminer ou qui ont fini leur budget, vous rappelez que le contrôleur, il va valider toutes les dépenses, enfin, ce qu'il peut valider, qui vous sont présentées, c'est-à-dire que ça peut dépasser le budget initial. Et nous, on met les dépenses en réserve. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'on ne peut pas les envoyer. On les considère comme valides, sous réserve que vous nous fassiez à la fin une demande de modification du projet pour rééquilibrer par rapport à certains de vos partenaires qui peut-être auront sous-exécuté et d'autres qui auront surréalisé. Dans ces cas-là, on pourra revaloriser les dépenses qu'on a mis en réserve et les envoyer à la fin quand vous aurez vu votre répartition. Mais ça, c'est de la gestion qui arrive plutôt sur la fin du projet. Si vous avez un doute par rapport au montant qui vous est remboursé, n'hésitez pas à écrire un courriel à votre gestionnaire de référence de votre projet. Et on pourra vous apporter les informations directement liées à votre cas. Alors, si on reprend, qu'en est-il des heures complémentaires des enseignants de l'enseignement supérieur? Ce ne sont pas des heures sup, mais des heures dédiées au projet. Bien évidemment, encore un cas spécifique. Par principe, complémentaire ou supplémentaire, si elles sont payées à un taux différent du salaire de base, du traitement de base, ce sera rejeté. Maintenant, là, comme ça, je n'ai pas l'objet du projet, donc je ne sais pas quelles sont les actions. Ça va être compliqué de répondre précisément. Là, pour la structure qui a posé cette question, je vous invite à tout de suite envoyer un email à votre contrôleur de premier niveau pour lui donner l'ensemble des données pour qu'il vous fasse une réponse claire. Mais par principe, 99% du temps, les heures supplémentaires ou complémentaires sautent, normalement. Que faire si une dépense a été partiellement rejetée car le CPN a mal lu la durée d'amortissement? Vous la représentez et vous expliquez pourquoi il l'a mal lu. Alors, normalement, j'imagine que vous l'avez déjà fait parce qu'il y a des échanges d'emails, voilà. Mais en effet, si vous estimez qu'à un moment, dans le contrôle des dépenses, le contrôleur s'est trompé, vous représentez la dépense et vous expliquez pourquoi. Alors, faites-le déjà en amont par email, c'est-à-dire prévenez votre contrôleur, expliquez-lui que selon lui, selon vous, il s'est trompé. Mais oui, si vous pensez qu'une dépense est légitime, vous la présentez par principe. Et ensuite, ce sera le contrôleur qui refera son travail de certification. Nous avons déjà un contrôleur de premier niveau CPN pour les projets Interact Sudway. Est-ce que c'est le même CPN ou est-ce une nouvelle procédure? Alors, vous n'avez pas de procédure à faire sur POCTEFA. La CTP a choisi son trio de contrôleurs premier niveau. Et ensuite, nous répartissons les bénéficiaires entre nous. Normalement, si une structure vous a sur Sudway, enfin, si un contrôleur premier niveau vous a sur Sudway, il vous aura aussi sur POCTEFA. Là, il y a eu pas mal d'appels à projets qui ont été passés et les bénéficiaires ont été répartis et les contrôleurs premier niveau prendront contact avec vous de toute manière. Dans le manuel, n'est pas indiqué cette question de 15 000 € 3 devis. Je peux répondre à cette question-là, si tu le souhaites, Alexis. Ouais, je veux bien. La raison pour laquelle on l'a précisé, c'est parce que dans tous les cas, en France, vous êtes liés, les structures publiques, à avoir votre propre procédure de marché interne. Donc, en fait, en dessous de 40 000 €, normalement, toute structure publique dispose de son propre passage de marché et vous avez des taux, des seuils inférieurs et vous devez les respecter. Le non-respect de vos propres procédures de marché public, enfin, de commande publique interne, peut engager créer des irrégularités. C'est la raison pour laquelle nous avons spécifié les 15 000 € plutôt sur les partenaires privés qui, eux, n'ont pas d'obligation d'avoir ce type-là. Les 15 000 €, sachez que du côté espagnol, c'est pour une question d'homogénéité qu'on a choisi ce taux aussi, au départ, en plus de l'analyse de risque, c'est le fait que du côté espagnol, quelconque structure, qu'elle soit publique ou privée, à partir du moment où elle reçoit une subvention avec des fonds publics, elle a l'obligation de mise en concurrence des 15 000 €. Nous avons étendu ce point-là comme bonne pratique sur ces aspects-là, parce que vous devez justifier du bon usage, même en temps privé,
des deniers publics. Combien de temps avons-nous pour faire votre déclaration? Tout le temps que vous voulez. Maintenant, c'est la question a déjà été en partie répondue. Et j'ai vu qu'il y a d'autres questions ensuite dans le Slido à ce sujet. Donc, sur les déclarations de dépenses, on vous conseille très, très fortement de déclarer les dépenses de l'année N au premier trimestre de l'année N+1. Voilà. Donc après, vous avez le temps que vous souhaitez. La première vague l'année dernière pour 90% d'entre vous a été fin mars, début avril pour l'année 2024. Donc essayez de respecter à peu près ce calendrier et ça devrait être rapide. Après, encore une fois, si vous avez des difficultés, si vous avez des questions, avant de déposer la demande de paiement et malgré le guide qui vous a été fourni, contactez votre contrôleur premier niveau. Vraiment, on peut vous aider. On ne fera pas le dépôt pour vous, mais on peut vous aiguiller sur quels documents fournir, comment le présenter ou ce genre de choses. Pour une dépense partagée France-Espagne et sur l'Espagne, faut-il... Non, alors si je comprends la question, si c'est le chef de file espagnol qui a fait la mise en concurrence pour la dépense partagée, vous devez, lui, a créé donc le contrat fournisseur. Lorsque vous créez la dépense, vous, de votre côté, vous reliez la dépense à ce contrat fournisseur et on aura accès à l'ensemble des documents de mise en concurrence réalisés par le chef de file. Une ligne par bien ou une ligne par facture? Une ligne par bien, non, une ligne par facture, pardon. Une ligne par facture et vous déclarez le total éligible sur le projet. Vous ne faites pas une quote-part par année. Non, c'est une ligne, vous présentez une dépense, point. Ce sera plus simple comme ça. Y a-t-il de nouveaux modèles d'affectation des tâches? Non, pas cette fois. Vous avez le modèle définitif, donc utilisez-le. Il est disponible sur la plateforme, sur le site Poctefa dans la boîte à outils. Et sinon, vous envoyez un email à votre CPN et vous le retransmettra. En cas de changement de fléchage des dépenses, où doit envoyer le tableau des changements d'enveloppe et la note explicative? Alors, deux cas de figure. Si c'est gros comme changement de nature à possiblement dénaturer le projet, on va dire, là, vous prenez contact avec la CTP pour voir s'il est nécessaire de faire un avenant. Mais ça se fait au travers de votre chef de file. Maintenant, si c'est un petit changement du style, vous prévoyez d'acheter un ordinateur à 4 000 €, vous en achetez 2 à 2 000 et 2 sacoches à 20 €. Pas besoin de faire une note. Votre contrôleur premier niveau prendra connaissance de ce changement pendant le contrôle et vous posera une question là-dessus. Donc ça dépend vraiment du degré de changement et le cas échéant, c'est via le chef de file vers la CTP. Pouvons-nous utiliser un taux horaire moyen calculé sur l'année pour établir les coûts de personnel? Oui et non. On va vous demander les bulletins de salaire de l'année de toute manière, donc on va nous-mêmes établir un taux horaire. Donc on vous conseille très fortement de renseigner le tableau des frais de personnel mois par mois, salaire brut plus charge patronale, et qui calcule lui-même un taux horaire brut. J'ai intégré un projet Poctefa en cours 2025 et nous n'avons toujours pas nos accès. Jusqu'à quand sera-t-il possible de déclarer les dépenses 2025? Il sera toujours possible de déclarer les dépenses 2025. Toujours, pas toujours, tant que le programme est en cours. Après, sur la question des accès, il faudra se rapprocher de la CTP. Un de votre chef de file, de la CTP. C'est à peu près les deux adresses récurrentes lorsque vous avez un problème. Dans la déclaration de cette année, vous conseillez de mettre toutes les dépenses de 2025 et celles engagées sur 2026. Alors moi, je vous conseille de mettre seulement celles de 2025. Il y a une raison concrète. Si vous avez des frais de personnel et qu'il y a de la taxe sur salaire, le CERFA 2502 de taxe sur salaire n'est édité qu'en janvier de l'année qui suit. Donc peut-être, si vous me déclarez là maintenant, par exemple, ceux qui vont faire leur remontée pour 2025 maintenant, si vous nous déclarez des frais de personnel sur janvier et février 2026, on va devoir de facto les écarter parce qu'on n'aura pas le CERFA de 2026 de taxe sur salaire qui arrivera l'année prochaine. Vraiment, l'idée est de déclarer les frais de l'année N au premier trimestre de l'année N+1. C'est plus simple pour tout le monde et ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'année. Sachant que je vous rappelle que vous avez un plan de financement par catégorie budgétaire, mais aussi une répartition annuelle, ce qui permet de suivre cet avancement annuel. Au sujet de la taxe sur salaire, dans les trames Excel fournis, la taxe était en charge non éligible, selon votre présentation, est éligible. Alors, je ne sais pas quelle est la trame que vous avez, mais sur la trame qu'on a fournie, normalement, il y a une colonne taxe sur salaire qui est automatisée pour dégager la taxe sur salaire purement comptable. Pour rappel, vous cotisez de la taxe sur salaire à longueur d'année et à la fin, vous la payez.
Mais généralement, vous ne payez pas tout. Vous bénéficiez des fois d'une décote et souvent d'un abattement d'environ 20 000, 22, ça évolue chaque année. Donc, si vous avez un doute sur comment renseigner l'Excel de frais de personnel, passez un coup de fil à votre contrôleur. Mais la taxe sur salaire, sur le principe, est éligible à partir du moment où elle est acquittée. Nous avons demandé 3 devis pour une presta, mais nous n'avons reçu que 2 devis. Ça suffit. Vous fournissez les preuves de demande de devis et sur le principe, ce sera bon. Quelle est la procédure dans un changement de personnel? Départ d'un titulaire, simple. Vous faites une attestation d'affectation pour cette nouvelle personne. Sur la deuxième page de l'attestation d'affectation, vous avez un tableau où vous devez expliquer les missions réalisées et les tâches réalisées par cette personne. Et vous indiquez simplement que la personne vient en remplacement de la personne qui est partie. OK, 3 devis, mais le choix que nous faisons ensuite doit être le devis moins cher où l'on peut utiliser différents critères. Alors, il n'est absolument pas obligatoire de prendre le devis moins cher. Encore une fois, la législation française dit la bonne utilisation des deniers publics. Est-on sous-entendu une utilisation, certes, la moins chère possible, mais qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Donc, si vous prenez un prestataire qui n'est pas le moins cher, mais qui vous correspond plus techniquement, c'est OK. Tant que la procédure de sélection est retraçable, il n'y a pas de problème. Pour la deuxième déclaration, on dépose les nouveaux justificatifs à la suite de ceux de la première déclaration. Alors, dans l'onglet documentation générale, oui, vous déposez les nouveaux documents de documentation générale dans documentation générale. En revanche, pour les dépenses, de toute manière, les justificatifs fournis seront à fournir dans les lignes de dépenses que vous allez créer. Donc, il n'y a pas de question de à la suite ou pas. Encore une fois, si vous avez un doute sur où déposer une pièce, un coup de fil au contrôleur, c'est rapide et c'est efficace. Pour le prochain AAP qui vient de débuter, vous nous conseillez donc de ne pas faire... Non. Alors, si votre projet a débuté en 2026, on vous conseille de déclarer vos frais fin 2026, voire début 2027. Oui. Si vous avez des frais de 2025, vous les déclarez en 2026. Nous vous serons remerciants si vous pouvez être très précis sur ce qui doit être fourni pour validation directe. Demande lors de retard du remboursement. Alors, OK, donc si... Alors, dans tous les cas, on va faire un peu de stats. La déclaration AS est quasi obligatoire. Sur les 90 demandes de paiement que le cabinet européen a traitées là, sur la première remontée de dépenses, il n'y a que 5 demandes de paiement qui sont passées du premier coup. La déclaration en S, c'est parce que généralement, il manquera toujours une pièce ou une autre. Il est vrai que l'année dernière, pour lancer la déclaration AS, la plateforme ayant connu quelques retards, ça a pris un peu de temps. Maintenant, les déclarations 1 qui ont été déposées depuis ont été traitées très très rapidement. Encore une fois, si vous avez un délai de 20 jours calendaires pour répondre à la 1S, maintenant, si vous répondez plus vite, on traitera plus vite. Sachant que je rappelle que le délai de paiement européen, le délai de traitement de la demande de paiement est de 80 jours au global. C'est pour ça qu'il a été orchestré autour d'une déclaration 1, période contradictoire et ce genre de choses. Si vous voulez y rajouter quelque chose, Émilie. Et 80 jours à partir du moment où votre chef de file traite votre certification de dépense, Voilà. pas quand le contrôleur valide. Donc, vous dépendez aussi du chef de file et de sa bonne intelligence de récupérer vos dépenses et de les envoyer. Très rapidement, parce que je crois qu'il y a une autre réunion après. J'ai démarché, parce que ça c'est un point récurrent, j'ai démarché avec certains fournisseurs s'ils dépensent des petits montants. Oui, malheureusement, autant pour vous que pour nous en tant que contrôleur, si vous êtes une grosse structure, que vous avez passé par exemple un appel d'offres formalisé et que vous présentez une seule dépense de cet appel d'offres à hauteur de 50 €, vous êtes dans l'obligation de déposer l'ensemble des pièces de l'appel d'offres et nous sommes dans l'obligation de les contrôler, malheureusement. Et je crois qu'on est arrivé, je crois qu'il y a l'autre réunion qui va démarrer. Donc, Oui, juste, on allait dire une dernière question ou 2 au maximum. Ah, ok, bon, Parce que sinon, oui. Merci, Alexis. Le rapport d'exécution est lu par le contrôleur de premier niveau. Oui, car il arrive que lors du contrôle, il pose des questions. Oui, mais alors par principe, si le contrôleur de premier niveau vous les pose, c'est que ça n'était pas aussi clair que ça dans le rapport d'exécution. Encore une fois, le but est que pour tout le monde, ce soit rapide. Donc si on a les réponses dès le début, on ne vous posera pas la question, je vous rassure. Dépenses transfrontalières, est-ce qu'on a payé la TVA sur cette dépense en France? Ah, alors on a le cas actuellement, c'est en cours de traitement. Alors cette question-là, je vous invite sur la TVA transfrontalière, je vous invite à prendre contact avec votre CPN. Nous, à Europem, c'est la première fois qu'on a le cas là avec une structure. Et on n'a pas terminé le contrôle, c'est en cours. Donc ça, prenez contact avec le CPN. Maintenant, pour toutes les autres questions, parce que je vois qu'il y en a encore pas mal,
quand même. Oui, Vraiment, hein, j'invite tous les bénéficiaires à, encore une fois, appeler leur CPN. Ça ira beaucoup plus vite pour vous comme pour nous. Si ça nécessite un retour écrit pour que tout le monde ait une trace, alors il y aura un retour écrit avec les CTP en copie. Et comme ça, on pourra se baser là-dessus pour fluidifier les contrôles. oui, merci beaucoup. Merci Delphine, merci au contrôleur français par la brillante présentation et la réponse aux questions. Et comme on nous a dit tout à l'heure, vous pouvez nous contacter au secrétariat conjoint et l'autorité de gestion du programme pour toutes ces questions, bien sûr avec les contrôleurs de premier niveau français. Et comme on a dit au début de la séance, le webinaire est enregistré. Dans quelques jours, il sera mis en ligne avec les PowerPoint. Merci à tout le monde et à très bientôt.